Eh ben, bonjour, bienvenue à la revue de projet EasyMesure numéro 22, donc, qui s'est déroulée du 13 mars au 5 avril. Le thème du sprint précédent était EasyDouane, donc nous vous avons parlé des contrôles de fichiers lors des chargements. Aujourd'hui, le thème du sprint est MVP du suivi des chargements. Souriez, vous êtes tracé. Donc, nous sommes toujours dans la continuité de la montée en charge pour les reversements des données produits par EasyParse. Donc, l'objectif est d'avoir des suivis de ce qu'il se passe au niveau des chargements pour pouvoir faire un retour aux utilisateurs en cas de problème. Oups. Comment je fais là? En fait, ce qu'on voit, c'est ça. C'est qui? On voit la caméra. Voilà. Mais normalement, c'est un petit. Bon, c'est pas grave. Elle aime tout. Tu as partagé l'écran? Là, je vois juste la caméra. C'est comme ça le télétravail. Juste une chemise. C'est OK? Là, c'est mieux. Ouais, là, c'est bon. C'est un clic malheureux. Voilà, un petit clic malheureux. Le plan de la revue de projet, avec encore une fois de plus, pas mal de choses à dire. Et donc la partie communication, avec donc les rendez-vous EasyMesure, donc pas mal de nouvelles installations, des rendez-vous EasyMesure avec l'Université de Lille. Donc pour faire le point sur l'automatisation et tout le déroulé du process EasyParse EasyMesure. Et un rendez-vous avec l'INSA de Lyon pour le lancement de la mise en place d'EasyParse. Et puis répondre de leur côté, et puis pour répondre à leurs questions. Et une nouvelle réunion est prévue demain, je crois, ça, il me semble, pour l'installation en elle-même. L'Instable, donc quelques articles sur les analyses de plateforme et les mises à jour de parseurs, un petit tuto sur la mise à jour d'EasyLogger et un article que vous pouvez aller voir pour présenter l'équipe, l'Easy Team. Et puis vous verrez qu'à l'intérieur pour chaque personne, en fait, Dominique a rajouté des petites anecdotes pour chaque membre de l'équipe. Donc allez voir, c'est rigolo. Le 22 mars dernier, donc, nous avons réalisé la 3e réunion des correspondants sur le thème des RTIP juridiques. Donc, nous avons pu acter sur certains RTIP. Donc, vous pouvez consulter le document de Thomas Junot et le compléter donc, si vous n'avez pas pu participer à la réunion. Nous avons également évoqué le RTIP Analysis pour la consultation des métriques de citation des bases VOS et Scopus. Le choix définitif pour ce RTIP n'a pas pu être arrêté, donc il est à revoir avec Dolores Dardenne et Christine Benito. Et puis là, je laisse la parole à Denis. Donc là, ça c'était un petit rappel sur. J'ai fait du nettoyage. Ça a été très vite, mais c'est pour rappeler en fait que l'équipe, on gère le droit à différents niveaux. Au niveau du GitHub, au niveau du Trello, au niveau de Kibana. Donc, suite au passage de différentes personnes, donc les stagiaires, les interlocuteurs, les participants, les collaborateurs, j'ai fait un peu de ménage, il restait des trucs. Pour rappel, au niveau GitHub, c'est en haut à gauche. On a donc l'équipe restreinte. Donc, on a 7 membres, et puis l'équipe étendue avec les contributeurs, ça fait 14 membres. Donc, on peut gérer ça de façon individuelle. C'est important pour ceux qui font des pull requests et qui peuvent éventuellement les valider. Qui peuvent valider les pull requests. Le Trello aussi, c'est important. Et puis le Kibana, on a des utilisateurs qui s'ajoutent régulièrement, donc il faut qu'on aille régulièrement parce que quand un utilisateur se connecte sur Kibana, un compte est créé automatiquement.
Donc, si on lui alloue pas de droit, ça fait des comptes qui sauteraient, donc on est obligé de regarder un peu. Ouais. Ce qui serait bien aussi, c'est que chaque personne qui corrige demande à son correspondant de nous envoyer un message pour le rattacher à son adresse. Voilà, tout à fait. Ça termine comme ça nous permet de réagir suite à votre connexion plutôt que vous attendiez qu'on regarde le dashboard, enfin le Kibana avec les users. Ça aussi, rapidement, c'est pour dire que on a renouvelé la licence. Donc, c'est toujours assez un peu fastidieux, toute la procédure administrative, mais on y est arrivé. Et donc, la licence est renouvelée pour 1 an jusqu'au 1er avril 2019. La partie administrative, donc là, c'est Frédéric. Alors, au niveau des plateformes, on a plus de 365 plateformes recensées dans les EasyParse, avec 224 plateformes qui ont un parseur, donc une évolution de 61,37%. Donc, on a dépassé les 60% par rapport à la dernière. Au niveau des mises à jour des parseurs, donc lors du précédent sprint, nous avions évoqué la plateforme Wiley, la nouvelle plateforme Wiley. Donc, on avait fait en avance les analyses et Yannick avait développé le parseur, sauf que Wiley n'avait pas encore mis en ligne, enfin n'avait pas rendu opérationnelle cette nouvelle plateforme. Donc, nous n'avions pas pu la tester. Donc maintenant, c'est fait. Donc, on a pu enfin tester dans EasyLogger et on a pu constater que les consultations étaient bien reconnues dans EasyParse. Au niveau d'Emerald, on a fait une petite correction sur l'expression régulière par rapport à la reconnaissance du DOI, car il y avait une forme de DOI qui n'était pas pris en compte dans l'expression régulière. Donc, ça a été corrigé. Pour la diapo suivante, c'est la même chose pour IEP Science. Il y avait une modification à faire dans l'expression régulière pour le DOI. Et puis sinon, pour la plateforme Érudit qui a aussi été modifiée, donc avec des nouvelles URL de consultation. Donc nous avons fait les analyses et nous avons testé donc ces consultations qui sont aussi bien reconnues. Au niveau des nouveaux parseurs, donc nous avons eu la contribution donc de Laurent Villiers qui avait participé à l'atelier que nous avions fait à Lyon l'année dernière, et donc il s'était proposé de travailler sur les analyses et sur l'écriture du parseur pour cette base ProQuest. Donc il l'a fait et il nous a fait une pull request donc que nous avons validée. Et donc, à l'ENIS CNRS, nous sommes aussi abonnés à ProQuest, donc nous avons pu tester les consultations qui sont reconnues dans EasyParse. Et donc, il y a une petite problématique sur cette plateforme, c'est qu'il est difficile de faire la différence entre les articles et les thèses. Donc, moi, j'invite les contributeurs qui sont abonnés à ProQuest à échanger avec Laurent Villiers, éventuellement pour participer à d'autres analyses et puis faire des commentaires en testant chez eux dans leur établissement. Aussi, nous avons aussi travaillé pour Istex la mise à jour du parseur. Donc, avec Yannick, on a travaillé sur la reconnaissance des URL en ARC. Donc, pour le petit historique, il y avait eu une présentation en 2016 de Sébastien Perrard de la BNF qui nous avait présenté les ARC à la BNF. Donc, c'était très intéressant et s'en est suivi une… Il était venu à l'INIS. Il était venu à l'INIS, donc c'était lors d'un ADE en 2016. Et suite à ça, donc il y a eu la semaine dédiée en 2017 qui a permis donc à un petit groupe donc de faire une mini sprint d'une semaine pour développer et organiser la création des arcs dans Istex. Donc ensuite, suite à ça, il y a eu la mise en production donc dans Istex. Donc tous les documents possèdent un arc. Et maintenant, donc il s'agissait de reconnaître ces URL. Donc nous avons fait des analyses. Et Yannick a donc mis à jour le parseur et le middleware, donc il peut compléter
ce qu'il a fait dans EasyParse. Tout à fait. Donc, les URL en arc d'Istex sont très similaires aux URL qu'on a l'habitude de voir avec un identifiant Istex. Simplement, au lieu d'avoir notre /document/ un identifiant Istex, on va avoir cette partie qui est remplacée par un arc, donc ce qu'on peut voir en haut à droite sur l'écran en rouge. Donc, du coup, les URL là maintenant sont reconnus et les événements de consultation Istex qui sortent du parseur vont avoir soit un arc, soit un identifiant Istex en fonction du type d'URL. Et le middleware a été corrigé pour pouvoir interroger Istex sur l'un ou sur l'autre en fonction de ce qu'on a. Et dans tous les cas, on récupère les deux identifiants des requêtes qu'on fait à Istex. Donc normalement, maintenant, les éléments de consultation produits Istex auront les deux identifiants disponibles. Voilà, donc on a pu tester donc dans EasyLogger, ça fonctionne bien. Et pour conclure, l'intérêt d'avoir fait ça, c'est pour connaître l'usage des arcs dans Istex. Voilà. Alors, on passe à la partie EasyParse, avec la mise à jour du PKB. Alors, donc pendant ce sprint, on a fait repasser tous les scrappers qu'on a pour les différentes plateformes. Donc là, vous avez la liste des différentes plateformes qui ont subi des modifications au niveau de leur base de connaissances pendant ce processus. Et l'important là-dedans, c'est en particulier pour les agrégateurs, notamment iWire et EDP par exemple, pour qui la reconnaissance des plateformes est basée justement sur les PKB, car c'est là-dedans qu'on trouve les domaines des différentes plateformes qui en font partie. Donc ça devrait augmenter le taux de reconnaissance. La comparaison des statistiques éditeurs avec EasyParse. Donc, toute l'équipe statistique du service portail, c'est-à-dire Hélène, Sonia, Frédéric et moi-même, on s'est engagé dans la comparaison des statistiques éditeurs de nos abonnements, donc GLIPS NRS, avec les rapports produits par EasyParse. Donc, ces comparaisons permettent la certification H et P. Donc, les définitions, vous pouvez les retrouver dans une FAQ dans le blog EasyParse. Donc, pour cela, nous avons suivi donc, la procédure qui est ici, que vous retrouverez également dans le blog. Donc, il s'agit de comparer le GR1 des éditeurs, c'est-à-dire les articles HTML PDF, avec les EC d'EasyParse, articles HTML PDF. Et de voir que le pourcentage de différence soit inférieur à 5%. C'est ce qu'on appelle donc la certification P. Si pour un titre précis, l'écart est très important, donc nous vérifions l'URL d'accès au texte intégral avec l'outil EasyLogger. Nous vérifions toujours un échantillon assez large pour bien balayer la plateforme. Si les consultations sont reconnues, cela veut dire que le parseur fonctionne correctement et qu'il peut y avoir des erreurs de comptage chez l'éditeur. Inversement, si les URL ne sont pas reconnues, nous effectuons donc des nouvelles analyses et corrigeons les parseurs. Concrètement, nous avons donc testé avec la plateforme Kern. Donc, vous pouvez voir donc sur la dizaine de titres que j'ai pris en exemple qu'il y a des écarts importants. Ben, on ne voit peut-être pas très bien, mais c'est 38%, 34%, 33%. Pardon. En fait, il y a plus de consultations chez l'éditeur que chez EasyParse. Mais nous nous sommes rendus compte que si, donc je vais aller chez Kern. On s'était mis sur Kern parce qu'on savait qu'il y avait des différences. Okay. Super la revue. Voilà. En fait, si on va, comme j'ai pris le titre Gérontologie et société, Normal. voilà, normal. C'était un titre pour lequel il y avait des grosses différences. En fait. Donc, on peut voir qu'on peut aller sur des articles en version HTML ou en version PDF en cliquant directement sur les petits onglets. Si je vais sur une version HTML, cette URL qui est ici est bien reconnue dans EasyLogger. Donc, c'est normal, c'est correct. Par contre, il y a ici une version imprimable. Donc, ça ouvre un article en version imprimable, dans un viewer.
cette URL-là n'est pas reconnue dans EasyLogger, ce qui est normal, parce que pour moi, c'est Le même article. le même article, ce serait plutôt un doublon si on la reconnaissait. Et je me demande donc si l'éditeur ne prend pas en compte aussi cette URL. Ça augmenterait donc les statistiques éditeurs. D'accord. Et tu peux visualiser, enfin, je ne connais pas bien la plateforme Kern, tu peux visualiser tout l'article là. Ouais. On voit tout, hein. Oui, Ok. oui, tout à fait. C'est pas juste un bout, un truc tronqué, c'est tout. Ça voudrait dire en fait que Kern fournit des stat counters qui sont pas vraiment counters. Voilà. Après, Kern, je crois qu'il est Alors, pas. sur Kern, il est bon de rappeler que pour l'instant, Kern n'est pas certifié Counter, que toutefois, dans le cadre, enfin, pour ce qu'on en sert, dans le cadre du plan de soutien à l'édition, ils se sont engagés dans une implémentation de Counter 5 et que donc il devrait y avoir une amélioration notable de leurs pratiques en 2019 et que pour l'instant, effectivement, les fichiers qui sont disponibles sur la plateforme admin pour les abonnés et qui sont générés d'ailleurs manuellement en fait par eux, ne sont pas certifiés. On ne connaît pas exactement leurs pratiques. Alors, sur ce point précis. Voilà, c'est ça. Donc moi, je ne sais pas si Non, mais ça, c'est une bonne chose. si c'est comme ça qu'ils comptent, Ouais. mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer. Je me dis peut-être que, et pareil pour les PDF, en fait, les PDF, c'est pas un viewer qui s'ouvre, c'est un téléchargement. Si je clique sur PDF, Ça télécharge. ça télécharge directement l'article. Alors, Et cette action-là, elle est captée par EasyLogger, le téléchargement du format Oui. PDF. Celle-là, elle est prise en compte. celle-ci est prise en compte. Parce que ce qui est intéressant dans ce que tu as montré, c'est que en gros, les tendances captées par EasyParse sont quand même relativement semblables à celles que Kern affiche. Ouais. On a surtout un problème visiblement il y a un comptage que eux ils font. Oui. Ou alors un C'est ce qui me filtrage fait- que nous on fait et qu'eux ils font. C'est ce qui me fait penser à un dédoublonnage, parce Ouais. qu'en fait c'est proportionnel. Ouais. Ça à semble, différents ça semble. éléments. Alors après, il faudra. Il y a une peut-être remarque travailler sur peut-être plus de revues, mais- d'Hélène Jouguet qui voulait parler. Oui, non. Elle nous entend? Oui, je vous entends bien, vous m'entendez? Oui. Parce que pour Kern, nous récemment, on a eu un petit souci d'appuyer sur sur autre chose. Alors, Hélène, On on t'entend pas très bien. on Est-ce n'entend que pas tu peux très bien. t'approcher ton micro? mais je ne sais pas où est mon micro. Ah, parce que- oui. C'était mieux là. Ouais. C'est bon? Ouais. Oui, c'est par là, ouais. Et, alors, retournez sur Kern. Vous pouvez l'afficher là, comme vous le faites. Et tout en haut de l'interface, montez et à marquer accès via une CNRS. Je sais pas Accès via une CNRS, ouais. Ah, En fait, là, vous ne pouvez pas le reproduire parce que vous connaissez. Mais si donc un usager qui va depuis l'extérieur, il tape sur Google dans un champ de Kern, il va arriver ici et en haut, il y aura marqué ici à cette place-là, il y aura marqué accès. je sais pas. Je comprends. Hélène, on t'entend très C'est mal. parce qu'en fait il y a des adresses IP qui sont encore. Non. Ah, il y aurait aurait encore. des comptes qui ne seraient pas identifiés comme ceux de l'établissement? Oui, et donc en fait, il y aurait accès hors campus. Ouais. D'accord. L'usager donc de chez nous, de chez vous, de n'importe où, peut cliquer dessus. Il se retrouve sur une page. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Il se retrouve sur une page qui va sur la fédération d'identité, je crois, Renater, je crois. Je me demande. Bref, toujours est-il que moi je l'ai fait parce que nous en fait on a eu un usager qui n'a pas normalement qu'on filtre et qui dégage. Vous voyez ce que je veux dire, pas qu'on filtre et qu'on enlève dans EasyProxy et qui a accédé par ce biais-là. Et je me suis rendu compte en fait qu'en se connectant là-dessus, ensuite il est connecté. En fait, il y a juste, c'est juste branché sur notre annuaire LDAP, effectivement de l'université. Et après, enfin, pour mon point de vue, ça ne passe pas chez EasyProxy. Donc ça sort d'EasyParse, donc ça sort d'Easy. D'accord. Alors moi, je vais les contacter, Kern, je vais les contacter pour savoir comment ça se fait le branchement et leur demander comment ça se passe et je pourrais vous dire éventuellement parce qu'à mon avis, il y a une perte d'usage à ce niveau-là. Ok. Je peux témoigner en fait là-dessus, parce qu'à l'UL, on avait remarqué à l'université de Lorraine, donc c'est Thomas Jounot là qui parle. Donc on avait remarqué le problème, donc on a fait la demande à Kern en fait, et désormais on apparaît donc bien dans la liste accès hors campus, mais l'entrée en fait dans ce menu-là amène sur l'authentification CAS. Donc du coup maintenant il n'y a plus d'accès Shibboleth, mais on offre quand même le confort
de l'accès, enfin du menu accès hors campus aux usagers qui irait directement sur kern.info. Donc je pense qu'ils doivent pouvoir faire la même chose pour chacun. Ouais, et ça repart bien sur votre CAS et donc votre Easy Proxy. Parce que Oui, nous, oui, tout ça à passe fait. bien par notre CAS LDAP, Oui. mais ça ne repart pas sur Easy Proxy. Oui, Donc, c'est l'objectif. Ouais. évidemment, Mm. ils ont rebranché correctement. Donc, il faudrait que tous les établissements fassent ce rebranchement correct. En fait. Probablement, oui. Sans doute. Pour vous dire, en fait, je vous ai retrouvé dans mes archives, mais ça fait au moins 6 ans que c'est moi qui leur ai écrit à Kern en leur disant mais mettez-nous là-dedans. Et ils m'ont dit ok, c'est fait, merci. Et depuis, j'en ai jamais reparlé. Et je viens de me rendre compte qu'effectivement, ben voilà, parce que notre branchement casse, notre MRLDAP, je ne sais pas dans quelle mesure ils ont pu le faire tout seuls en fait. Je ne me souviens pas les avoir mis en relation avec le DSI ou quoi, mais si ça a été fait. Ben, je vous ferai un mail pour vous dire ce que. Mais moi, il y a des aussi. Il faudrait que l'IS MRS vous regardiez si ça sort de votre ISIP aussi, en fait. D'accord. Donc, c'est bien, ça nous fait 2 pistes en fait. Ouais. Sachant que nous, de notre côté, Yannick, il pourra aussi éventuellement creuser celle de la version imprimée, Oui, imprimable, bien sûr. pour qu'on Je pense puisse l'identifier on peut aussi. compléter le parseur. Parce qu'ils sont dans les logs de toute manière. Si les usagers vont cliquer sur cette URL, même si elle n'est pas parsée, normalement, il y a moyen de la récupérer. Ouais, moi, je pense qu'il faut la parser celle-là. Alors, on va sans doute faire. Attends, on peut juste écouter Yannick 2 minutes. Alors, ce qu'on va sans doute faire à minima, c'est déjà tester de faire la modification en local. Et de toute façon, on a des logs, on va pouvoir tester ça sans forcément la reverser parce que c'est peut-être pas une URL pertinente, mais en tout cas, on peut déjà tester et voir si ça lisse un peu les logs, enfin, les comptages. Ouais. Thomas, tu voulais? Ouais, juste revoir avec Hélène Zouguet. Là. Oui, je suis allé sur Kern là entre temps et j'ai rentré l'université d'Orléans et on arrive sur votre casse en fait déjà. Voilà, enfin à creuser peut-être, mais. En fait, ouais, ça repart sur notre casse, il n'y a pas de problème, ça fait l'authentification, mais derrière, ça ne part pas sur notre Easy Proxy. Et donc, ça ne part pas sur EasyParse. D'accord. Parce que là, on est en train de parler des différences de stats. Ouais. Je suis d'accord en fait que l'authentification se fait bien, mais ça sort de notre Easy Proxy. Donc déjà, chez nous, nos lecteurs autorisés, par exemple, ils sont dans notre MRLDAP. Donc, vous comprenez qu'en fait, par ce biais-là, nos lecteurs autorisés, ils ont accès à Kern. Bon. Enfin, l'accès distant, normalement, n'est pas disponible. Mais je sais pas, vous voyez, ça ne repart pas en fait sur notre Easy Proxy. Donc, ça permet d'authentifier sur la MRLDAP, c'est tout. Voilà, donc ça identifie bien que c'est quelqu'un qui a un compte de l'Université d'Orléans, mais c'est tout, ça ne fait pas tout le système Easy Proxy, donc éventuellement filtrage, et derrière EasyParse, dont on parle là. Ça sort. Et donc pour moi, dans ce que vous venez de montrer la comparaison des stats, là, après ça pose d'autres problèmes, mais ça sort des stats. Par contre, du coup, oui, je me demandais si vous avez eu d'autres différences comme ça, parce que Kern, il y a ça, mais moi, à ma connaissance, c'est les seuls qui font ce petit branchement là, un petit peu original, qui proposent leur. Voilà. C'est en fonction de signaler. Kern est un cas étudié. Ouais. En fait, ce que Kern a fait pour nous, c'est une simple redirection vers l'adresse proxifiée. Et là, je viens de retester, ça marche bien comme ça. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que. En fait, c'est tout bête, je pense. Oui, c'est tout bête. Oui. Pour qu'il renvoie vers l'authentification. C'est ça. Et donc, c'est un truc qu'on pourra signaler. Ouais. Pouvoir rentrer en contact avec Kern. Oui. On reprendra peut-être dans un billet ou quoi, cette question-là. En tout cas, j'invite donc tous les établissements qui souhaitent faire leur comparaison avec des statistiques EasyParse éditeur à suivre cette procédure et à revenir vers nous si vous avez des questions. On passe à la partie EasyMesure avec les chargements. Oui, donc comme dans tous les sprints maintenant, on a fait des chargements. 2 chargements notables à signaler. Enfin non, un chargement notable à signaler. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais un chargement notable à signaler, c'est ceux de l'Université de Lille. On a bien travaillé avec Rachid Alouat.
qui a vraiment tout installé assez rapidement, déployé EasyParse, l'automatisation avec EasyMesure. Et un point particulier à noter pour nous, et qui est très bien, c'est qu'il a en plus très bien documenté toute son installation chez eux. Il a mis EasyParse sous forme de service, etc. Donc c'est quelque chose qui pourra être réutilisé, et donc on va intégrer sa documentation qui était spécifique à son établissement, mais on va l'intégrer dans la doc générale pour faciliter encore la démarche pour les gens qui veulent s'y mettre. Et donc Lille, ils sont en cours de fusion, donc de 3 entités, ils vont passer à une seule. Donc pour l'instant, ça veut dire qu'ils ont 4 instances EasyProxy, et donc potentiellement 4 index dans EasyMesure, etc. Donc ça va les intéresser beaucoup d'avoir des statistiques d'usage. Et donc il nous a aussi signalé que une fois que tout ça serait mis en place de leur côté, ils seraient intéressés aussi à collaborer, éventuellement même aller jusqu'à faire des parseurs sur les plateformes pour lesquelles ils sont abonnés et qui ne seraient pas dans EasyParse, sachant que lui-même il nous a signalé qu'il travaillait là-dessus depuis pas mal de temps, et qu'il avait lui-même déjà développé des scripts Perl qui permettaient de faire des stats d'usage qui n'étaient pas aussi précises qu'EasyParse, mais qui répondaient à leurs besoins à l'époque. Voilà. Donc là, une bonne collaboration à signaler. Donc, alors, le grand changement de ce sprint au niveau d'EasyMesure, c'est qu'à présent, on enregistre les métriques d'usage des différents utilisateurs dans un index Elasticsearch, ce qui nous permet de faire des beaux dashboards comme celui que vous voyez ici, mais qui bien sûr est juste pour nous, avec différentes métriques qui vont nous aider à proposer un support plus précis en cas de problème au niveau des indexations ou au niveau des droits, peu importe ce qui peut arriver. On peut avoir le détail notamment de tout ce qui est les indexations par index, tout ce qui est temps de réponse, les erreurs les plus courantes. Donc, c'est pas quelque chose qui va se voir au niveau utilisateur, mais c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider au niveau du support. Et c'était l'objectif du sprint. Oui. Oui, donc là c'est pour nous dire où on en est. On avance dans le premier semestre d'EasyMesure. Donc la prochaine sprint review, ça sera donc en mai, début mai. Et puis pour rappel, notre comité de coordination le 15 juin. Et pour Thomas, il n'y a plus qu'un seul mois de décembre. Voilà. T'as vu? Il n'y a plus qu'un mois de décembre. La prochaine revue de sprint aux alentours du 3 mai. Les réunions des correspondants, donc la prochaine c'est le 12 avril. D'ailleurs, Thomas vous a envoyé un message pour, si vous souhaitez participer, nous montrer vos réalisations, vos tableaux de bord, donc en 5 ou 10 minutes. Donc contactez-nous. On a déjà eu quelques réponses. Oui, d'accord. Donc oui, n'hésitez pas. Ce sera l'occasion de voir ce que les autres font avec cet outil et peut-être de pêcher des idées qui peuvent vous intéresser, ou des choses que nous, on peut intégrer au tableau de bord par défaut qu'on vous fournit. Il y a peut-être des visualisations qui sont intéressantes pour tout le monde et qu'on n'intègre pas encore et qu'on pourrait intégrer pour tout le monde. Donc ça sera l'occasion d'en discuter un peu plus en détail. On n'a pas eu de réponse de Julien Sico, c'était lui qui était plus avancé dans les. Ouais, je vais faire des relances individuelles. Si lui, on regardera peut-être ses dashboards même s'il n'est pas là. Non, mais pour voir les structures effectivement. Donc voilà, n'hésitez pas. Le comité de coordination, donc le 15 juin, en cours d'organisation. Et la formation EasyMesure qui devait avoir lieu donc le 9 avril à Rennes est reportée suite des grèves de la SNCF. Donc, il sera reporté en septembre. Donc, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Valérie Didlot, donc des formations.
J'ai vu, Oui. j'ai vu Hélène Jouguet qui parlait. Oui, c'est pour la réunion la semaine prochaine des tableaux de bord. Oui. C'est vrai que bon, moi, je suis très intéressée, sauf problème, je suivrai là, comme je sais pas. Effectivement, je m'interroge, en fait, je me rends pas compte à quel niveau nous on en est. Hein. Moi, j'arrive pas à trouver assez de temps pour bien regarder ça. Donc, je suis curieuse de voir les autres. Après, je veux dire, vous avez une visualisation de tous les tableaux de bord qui sont faits, peut-être, et puis de l'état d'avancement des gens. Oui, alors, on peut aller voir, parce qu'il y a quand même pas mal de tableaux de bord. Ouais. On peut aller voir, mais en fait, on ne sait pas si c'est des tests, on ne sait pas si c'est des choses qui sont exploitées. On voit juste qu'ils sont là, quoi. Bon, après, il y en a quelques-uns. Mais l'idée, ces réunions, c'est de faire le point avec vous sur à quel endroit vous en êtes et est-ce qu'il y a des choses qui sont abouties? Est-ce que vous êtes en train d'y travailler? En fait, Bonjour. Bonjour Henriette. Voilà. Donc nous, on est en pleine réinformatisation, on passe à Alma, donc c'est difficile, mais ça continue à nous intéresser, les tableaux de bord certainement, et fin mai, on n'aura plus accès ni à Alma ni à notre SIGB. On pense faire des formations justement sur EasyMesure pour nos acquéreurs, pour les sensibiliser. La semaine prochaine, est-ce que c'est uniquement les tableaux de bord ou est-ce que c'est tous les espèces de types de rapports qu'on peut développer? Un tableau de bord, il est constitué de visualisations, donc forcément, on va parler des visualisations. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous envoie exactement? L'idée, ça serait de faire quelque chose d'interactif, de nous dire si vous avez des choses à montrer. C'est partager vos écrans. On vous laisse un créneau Très bien. de 10 minutes ou plus si vous voulez, et puis vous pouvez parler de vos tableaux de bord, de pourquoi vous les avez faits. Très bien. Voilà. La formation EasyMesure à Rennes, donc ça peut nous intéresser. Vous pourriez nous dire quel serait le contenu? Sur la création des tableaux de bord, justement sur les visualisations. Après, d'accord. À Rennes, il n'y avait pas une partie EasyPart. Faut revoir le programme n'était pas arrêté en fait. On s'adapte, c'est comme les ateliers que vous connaissez déjà, on s'adapte à la demande. Donc si pour les collègues de Rennes, on a besoin de refaire un point sur EasyPars, on fera un point sur EasyPars. En fonction du nombre de personnes qu'on arrive à déplacer, on fera un ou deux groupes. Enfin, vous connaissez Henriette, la façon dont on fonctionne. Donc si vous avez des demandes particulières, vous nous les faites parvenir, qu'on ait le temps de s'organiser. Oui. Non, mais Rennes, Toulouse, c'est pas particulièrement évident, mais on va y réfléchir. Voilà. Merci. On pourrait descendre à Toulouse l'année prochaine aussi. Pour l'instant, quand je parle à mes collègues d'EasyPars, EasyMesure, ils me répondent Alma, Alma, Alma. Okay. On verra ensuite. D'accord. Non, mais c'est pour ça que je dis dans le courant de l'année prochaine. Oui. Parce que on s'est pas encore trop déplacé dans votre région et ce serait l'occasion de le faire. Oui, j'espère qu'on sera sorti d'Alma et qu'on parlera d'autre chose. De Montpellier, de Perpignan, etc. Enfin, toute la région. Oui, tout à fait. Mais on vous relancera, je pense. Merci. Sinon, avez-vous des questions? On a vu très rapidement une diapositive. Est-ce qu'on pourrait revenir dessus? Il y avait une liste de plateformes ou une liste d'éditeurs. Les jours des TKB. Celle-ci? Voilà, c'est celle-ci. Oui. Donc ça, c'est des choses qu'il faudrait retraiter ou potentiellement oui, en particulier pour tout ce qui est agrégateur, comme je disais, où on peut avoir, notamment iWire, je pense qu'il y a eu pas mal de changements dernièrement. Et donc, il pourrait y avoir des plateformes qui sont passées à la trappe et qui pourraient être reconnues maintenant. Donc, l'idée, c'est de faire une mise à jour de l'instance locale via l'interface d'administration et éventuellement de repasser, en fait, si on veut avoir une rétrospective, on aurait potentiellement plus d'événements de consultation, des choses un peu plus riches pour des… D'accord. Voilà. D'autres questions? Oui,
Je voulais donner suite en fait juste à ce qui vient de se dire. Du coup, ça fait suite à ça. Effectivement, moi j'avais déjà posé un peu une question. Nous, on n'a peut-être pas encore, comment dire, pris conscience ou comment, c'est-à-dire que je vois bien qu'il faut en fait qu'on retraite régulièrement l'ensemble des fichiers de log, hein, qu'on sort du proxy. Donc, enfin, vous voyez ce que en fait, il faut qu'on se résolve à mettre en place en interne un stockage de nos logs. Que voilà, bon, bah, celle-là qu'on ne peut pas les changer. Oui. Et donc, éventuellement, donc régulièrement au cours de la vie d'EasyParse, finalement, de les retraiter. C'est ça. Et de les renvoyer sur EasyMesure. Est-ce que. Est-ce qu'il y a des établissements, alors vous, à l'INIST et tout, vous le faites, enfin, régulièrement, vous refaites ça voilà. Vous voyez qu'il faut qu'on se résolve, en fait. Ouais, en fait, la bonne pratique, enfin, c'est vrai que nous, on sait qu'on le fait. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'établissements qui le fassent encore. Mais c'est pour avoir des choses plus précises, hein, parce que la reconnaissance des parseurs s'améliore. Oui. La bonne pratique, ça serait de prévoir de le faire 2 fois par an. 2 fois par an, voilà. et une fois en début d'année. Mais effectivement, ça demande à avoir une politique de conservation des logs qui se cale avec cette pratique. Voilà. Et quand vous repassez, alors vous, en plus à l'INI, ça doit être démentiel, vous repassez, vous faites des fichiers à la semaine, vous stockez, vous avez entre guillemets un petit protocole, je sais pas, voilà, vous avez un endroit où vous stockez ça à la semaine. C'est très simple, hein, on confie le travail à Fabien, là, qui est là, qui est en à gauche, et puis il s'occupe de tout. Non, en fait, au niveau du stockage des logs, en fait, on est assez organisé, et donc on stocke les logs dans des répertoires qui correspondent aux années, aux mois, et puis on a un fichier de log par jour, ce qui facilite les reprises en fait. Si jamais il y a un problème un jour de traitement, on sait qu'on peut repasser ce jour, etc. Et donc il y a des scripts associés qui permettent de faire des reprises ou qui permettent de relancer la totalité des traitements. Sur la base de CPuseMaker Ouais, enfin sur la base de scripts d'encapsulation de Fabien qui lance. Appelle voilà. Parce qu'en plus, donc c'est quelque chose qui est effectué tous les jours sur l'ensemble on en a 10 instances. Et donc, on a des procédures de reprise sur des périodes plus ou moins grandes. Et voilà. Donc, il suffit de donner un top départ, de bien vérifier avant ce top départ qu'on a bien mis à jour les plateformes, etc. au niveau EasyParse. Et puis c'est parti. Bon, après, ça met un certain temps. Je ne sais pas, Fabien. Ça peut mettre déjà semaine. Ouais, voilà. Ça peut mettre du temps, hein, effectivement, selon les traitements. Mais bon, comme c'est des traitements qui se font ce qu'on appelle en batch, voilà, on les lance, on s'en occupe. Voilà, on les lance et puis on est prévenu quand c'est fini. Et pour rappel, côté EasyMesure, quand vous retraitez l'ensemble de vos logs et que vous créez de nouveaux événements de consultation parce que des plateformes ont été mises à jour, ce que vous chargez sur EasyMesure, ça ne crée pas de doublons. Oui, ça les écrase. Alors, là, moi, je sais que vous le saviez, hein, mais c'est pour les autres qui nous regarderaient en différé et qui se poseraient la question. Donc, vous repassez l'entièreté de vos logs, ça crée les mêmes événements de consultation qu'avant et des nouveaux, et seuls les nouveaux sont pris en compte par EasyMesure. Il ignore ceux que vous avez déjà en place. Mais oui, mais si ceux qu'on a déjà en place, ils ont été écrasés et rajoutés avec certains champs dans certaines colonnes, si vous faites. Ça fait une mise à jour. En fait, ça ne duplique pas. Ça ne duplique pas les existants quand ils sont identiques, mais ça les met à jour. Et comment dire, alors j'ai honte, j'ai pas encore un fichier sorti de EasyParse, mais il y a comment il fait, des fois on peut avoir un même événement de consultation qui arrive exactement à la même seconde. T'imagines, un usage qui est tellement énorme de nos ressources électroniques. Ah là, c'est l'algorithme Counter qui s'applique, hein, c'est-à-dire que si c'est un même utilisateur, on ne retient qu'une consultation pour la période selon le support. En fonction, c'est du si c'est PDF ou texte. Ou HTML. Voilà.
Après, si c'est deux utilisateurs distincts qui utilisent la même ressource, on compte 2 EC. Il voit la différence. Ça m'a intrigué, ça, qu'il y ait, je sais pas exactement je veux dire que son identifiant des doublonnages, je sais pas si c'est l'heure, la minute. Bah, c'est pas seulement le timestamp, c'est aussi l'utilisateur. D'accord. Donc c'est basé, c'est un ensemble de facteurs qu'on prend en compte. C'est l'empreinte de la ligne de log. Ouais. Mais dans la ligne de log, on a la notion d'utilisateur unique. On a la notion d'utilisateur, qu'elle soit cryptée ou en clair. Elle peut être cryptée ou en clair. Mais si on a 2 utilisateurs distincts qui accèdent au même article exactement au même moment, on a 2 événements de consultation. Après, ça peut être le même article, un HTML et un PDF. S'il clique à 2 secondes d'interface, bah, c'est possible. Sur 2 ordi en même temps. Non, mais à 2 secondes, tu es sur une page, tu vois le PDF, tu cliques dessus, ça comptera quand même 2 consultations. Mais ça, c'est counter. Mais ça, c'est Oui. counter. Après, ce qui peut arriver encore, c'est d'avoir 2 fois exactement la même ligne de log, mais sans d'utilisateur enregistré. Auquel cas, si c'est une ligne qui peut donner des éléments de consultation, on n'a pas de dédoublonnage parce qu'on ne sait pas qui c'est. Et ça, on en a en général une quantité assez faible. Je crois que c'est plutôt généralement 1% à peu près. Ça arrive quand même. Ça arrive. En général, quand on insère dans EasyMesure, on voit toujours à peu près 1% d'événements qui sont insérés et mis à jour dans la foulée, en fait. D'accord. Intéressant. Bah, il y a des cas limites à étudier comme ça pendant les vacances. Il n'y a pas de vacances. Quelles vacances! Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc là, c'est vrai que sur ce sprint, en fait, c'est surtout, l'objectif du sprint, c'était de nous permettre d'améliorer le suivi au niveau du support. Et on va continuer en fait là-dessus parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde qui monte en charge et donc qui ont des problèmes de plus en plus précis. Donc il faut qu'on puisse réagir. Sinon, on va conclure. Hein, c'est pas. Oui, les questions ici. Quels sont les grands indicateurs que vous avez commencé à mettre en place sur les métriques justement internes de suivi de gestion? Les grands indicateurs. Les familles ou des exemples d'indicateurs que vous avez commencé à mettre en place. Actuellement, je peux même donner le détail. De toute façon, tu aurais le. On peut montrer peut-être le dashboard alors. Donc, on a les grandes métriques, à savoir le nombre d'événements insérés, mis à jour et les erreurs d'insertion. On a donc les 10 erreurs d'insertion les plus courantes. Notamment là, on voit du log ID vide. On a le top d'insertion dans les index, donc avec toujours Istex en tête, évidemment. Istex, c'est un peu notre résilience. Exactement. On a la même chose, le pendant, mais pour les utilisateurs que j'ai enlevé ici pour des évidentes raisons de confidentialité. Les temps de réponse hors insertion, parce que évidemment, quand on fait des insertions, les temps de réponse sont énormes. Les statuts HTTP, les vitesses d'indexation et le détail du nombre d'actions qui ont été faites. Actuellement, c'est tout ce qu'on a là-dessus. On a quoi en vitesse d'indexation comme chiffre? En général, on est quelque part entre 1000 et 1500 EC secondes, à peu près. D'accord. Merci. Voilà. Après, c'est les premières. Si on a besoin d'autre chose, on verra. Mais déjà, ça, c'est déjà une information qui est déjà assez importante. Est-ce que Laurent Huillier est en ligne? Non. Alors, merci à lui, parce qu'il le verra peut-être en différé. Vraiment, merci pour sa contribution de bout en bout de l'analyse jusqu'à la réalisation du parseur. C'est assez rare pour souligner. Il y a des Américains qui le font aussi, mais là, en France, c'est assez rare. Ouais. C'est pour ça que tu as fait l'objet d'un article. Un article de blog. Il y a un article dédié, on lui fera faire une petite plaque. Il a mis sur Twitter I am famous. Il aura le droit au badge. Non, mais ça sera peut-être lui qui aura il aura le premier badge. Ah oui, on peut peut-être parler de Steven. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux peut-être introduire Steven qui est venu spécialement aujourd'hui alors que son stage commence la semaine prochaine. Donc Steven, il vient de l'UT Charlemagne, il est en licence et il termine sa formation.
Donc, pour valider sa formation, il va venir faire un stage chez nous. Le sujet qu'on va lui confier, c'est la mise en place des badges, d'open badge sur EasyParse, en fait, que techniquement, comment ça peut se faire, de manière à encourager en fait la contribution des utilisateurs, les gens qui vont analyser des plateformes, mettre à jour des plateformes. Eh bien, on pourra éventuellement leur attribuer des badges pour que ça sera une certaine forme de reconnaissance. Et puis on pourrait même, enfin, on a d'autres idées sur l'utilité des badges, mais c'est quelque chose qui nous est complètement inconnu, donc c'est pour ça que ça se prêtait bien à un sujet de stage. Et puis bon, on verra bien si ça se passe bien. On essaiera aussi de le faire contribuer au projet. Enfin, je ne sais pas comment il avancera sur son sujet. Donc voilà, pendant 3 mois, on va avoir Steven dans l'équipe. Voilà. Il commence lundi prochain. Voilà. La gamification est en route. Peut-être qu'on aura bientôt accès à EasyParse avec des lunettes de virtuelle. Ah oui. Ouais. Pas d'autres questions? Non, eh ben, merci. Non, c'est bon, merci. Merci à vous et bon appétit et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Écoute, attends, regardez, je fais les